Ça va, Mélo? Hi! Ben voilà, je reparle à une chaise. Hein. Écoute, c'est ce que c'est, là. Cette fois-ci, c'est pas un ouragan. Non, cette fois-ci, c'est pas un ouragan. Alors pourquoi Mélo est à distance? Assez simplement, tempête de neige en Nouvelle-Écosse. Yep. On n'a pas eu de neige depuis un moment. Il faisait 10 degrés la semaine dernière et là, on a de la neige. Donc peut-être qu'on va avoir un peu un hiver quand même. Nice. T'as passé une bonne semaine? Ça a été très, très occupé. Donc que j'apprécie beaucoup le travail que tu as fait pour préparer cette émission. C'était une semaine chargée, je pense pour tout le monde. Attends, je regarde juste le chat en même temps si on est bon. Ok, ouais, ça a été une semaine chargée pour tout le monde, mais plus chargée pour toi que pour moi. Donc, c'est comme ça, hein, le travail de chacun selon ses capacités, à chacun selon ses besoins. Voilà, et... je me rattraperai. Il n'y a pas de souci. Attends, je relance juste le chat pour vérifier qu'on est bon. Ok, on a l'air d'être bon cette fois. Je vais en profiter pour remercier aussi, parce qu'on ne le fait pas assez souvent, la technique et les gens qui contribuent à cette émission. Alors déjà, la musique d'attente et un peu notre ambiance sonore, c'est Yanis qui s'occupe de ça. Au niveau du design initial et un peu retravaillé, on a Aurélien, donc qu'on souhaite remercier. Souvent, à la technique, on a quelqu'un dont on ne peut pas dire le nom, mais on a notre technicien secret, en gros, mais qu'on remercie énormément et à qui on fait plein de bisous. Et aujourd'hui, on a à la technique une membre de la coloc, la plus jeune membre de la coloc, Romane, donc qu'on remercie aussi beaucoup. Nice. Au sommaire de l'émission, tu as une petite idée du sommaire? Juste pour noter que ceux qui ont remarqué, notre ambiance sonore a un peu changé. Donc, on a une intro un peu plus fresh. C'est qu'on apprécie aussi. On a retravaillé avec Yanis pour avoir un morceau un peu différent. Au sommaire de l'émission aujourd'hui, comme d'habitude, un petit passage au niveau des actualités internationales francophones, mais aussi plus internationales en général. On a essayé de faire un truc, quel est un peu l'état du monde et quelles sont un peu les news qui peuvent être intéressantes de comprendre. Et puis, en deuxième partie d'émission, on aura la chance d'avoir le web, qui est, alors Nicolas de son prénom, qui est artiste plasticien, qui est d'origine suisse, donc francophone, et qui habite à Caen, et avec qui on va parler un petit peu du monde de l'art, des conditions de travail dans l'art, mais aussi, c'est quelqu'un qui est actif notamment sur Instagram, au niveau des mèmes, plutôt engagé, on va dire. Ouais. Et on va parler d'un petit peu tout ça, comme d'habitude. Je te propose, ma chère Mélochaise, de passer sur le sommaire des actus. Donc, petit retour sur l'actualité de la semaine. Aussi, on ira du côté du Canada avec notamment... Pour les Français qui ont suivi un petit peu l'affaire, le cabinet McKinsey, on le connaît assez bien. C'est un cabinet de conseil américain. Et il se trouve qu'il commence à faire son petit trou au Canada. Et quand je dis son petit trou, c'est un énorme trou, puisque on a appris récemment que certains ministères font appel à McKinsey à hauteur totale donc, du gouvernement fédéral pour à peu près 100 millions de dollars cette année. Ce qui est quand même pas rien dans le budget d'un État. Surtout quand tu as des fonctionnaires qui sont censés être compétents pour faire des choses. Donc ça paraît intéressant d'aller jeter un coup d'œil. Je voulais aussi mettre en avant une nouvelle qui me semble assez primordiale et en faisant cette recherche, j'ai découvert des choses. Au Sierra Leone, il y a une loi qui est passée pour inclure plus de femmes dans la vie publique en général. Oui. Et à travers cette nouvelle et les recherches que j'ai faites, j'ai surtout découvert que l'Afrique est une des leaders dans la place des femmes dans la politique. Contrairement à ce qu'on peut s'imaginer, malgré tous les biais qu'on peut avoir. Et donc, ça va être l'occasion d'en parler. Cool. Ensuite, on ira voir un petit peu les licenciements qui se passent dans la tech, comme disent les étudiants d'école de commerce et les jeunes cadres dynamiques. On ira voir ce qui se passe parce qu'il y a beaucoup de licenciements et c'était un secteur qui se sentait un petit peu protégé, où les travailleurs se sentaient un petit peu protégés. Or, surtout dans les industries ou dans les groupes où ils se font licencier en ce moment, c'est vraiment genre
dans les géants. Là. Donc, exactement. Ça fait vraiment penser un petit peu aux grosses industries qu'on pouvait avoir dans dans les années 1900 et qui en fait là ont vraiment migré. Ou même le journalisme papier où d'un seul coup le web est arrivé et là exactement. Ça fait mal. Donc là encore des mutations, mais intéressant d'aller regarder parce qu'on parle de quand même beaucoup d'emplois. Donc c'est intéressant d'aller regarder. La dernière news, c'est un peu fun, rigolo, mais pas tant que ça. On va parler de ChatGPT. Ça, vous en avez bien sûr tous entendu parler. C'est le site d'intelligence artificielle qui, en gros, synthétise de la connaissance, on va dire comme ça globalement, et en gros est capable de répondre à des questions et de produire surtout des textes avec des contraintes assez poussées. Il va chercher de l'info sur Internet et il peut condenser des choses assez poussées. Et est-ce que c'est une menace pour l'enseignement ? Il y a un reportage de Radio-Canada qui était assez intéressant là-dessus. Alors c'était un petit peu... L'angle était un petit peu un angle réac. Voilà, on va être clair, mais on va essayer de dépasser un petit peu ça. Et puis, en deuxième partie de la première heure, moi, je vous parlerai d'un sujet qui me tient à cœur. Et je vais vous dire pourquoi j'ai changé pas mal mon fusil d'épaule. Je ne veux pas vous spoiler, mais je suis désormais pour réformer les retraites en France. Je vais faire hurler... Ouais, je sais. Mais je vous explique pourquoi. Il y a une raison. OK. All right. Tu t'attendais pas à ça? Non. Donc t'as peut-être en fait, t'es devenu réac pendant la semaine, voilà. Mais je suis devenu un jeune cadre dynamique. J'ai fait une école de commerce cette semaine et j'ai entièrement changé. Et là, t'as même plus de job à Google. Qu'est-ce que tu vas faire là? Exactement. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir foutre? Ça, c'est une bonne question. En tout cas, on va voir. Je vous propose de parler de notre sujet. Retour sur l'actu. Petite actu, plus d'1 million de personnes ont défilé dans les rues de France hier. Tu t'attendais à avoir un chiffre pareil? Avec ce que j'ai vu passer, je dirais que oui, ou en tout cas un chiffre vraiment élevé. Ça faisait quand même une grosse alliance avec plein de différents groupes. Pour plein de différentes raisons. Et une fois que tu as certains groupes comme les enseignants, etc., les chiffres montent vite. Ouais. Mais je trouvais ça très cool. C'était vraiment intéressant de voir les gens qui se faisaient interpeller pour pourquoi est-ce qu'ils participaient. C'est des trucs que j'ai trouvé touchants. Puis ça a vraiment fait un peu, je trouve, le entre les générations où tu avais autant des jeunes qui n'avaient jamais participé à ce genre de choses, qui sont là du genre, moi, j'aimerais pouvoir prendre ma retraite plutôt que 64. Il y a des retraités qui disaient moi j'ai eu droit à ça et j'aimerais bien que mes petits-enfants aient accès aussi, ou juste les jeunes en général, où il y en a que c'est ma mère travaille dans X truc qui est vraiment drainant et je pense pas qu'elle devrait devoir continuer à travailler plus longtemps. Donc j'ai aimé l'angle humain, évidemment. Puis des gens qui manifestent les choses pour lesquelles sont intéressantes pour eux. Que je sois d'accord ou non, je trouve toujours ça beau quand même d'une certaine façon parce que c'est le peuple qui parle. Puis, c'est important. Et c'est pour ça que tu soutenais notamment le convoi de la liberté canadien. Non? Disons que c'était quand même géré d'une façon très, très différente quand t'as eu ça versus là, t'as des gens qui marchent dans la rue pour un truc spécifique, disons, où c'est quand même plus clair comme message. On a changé, plutôt que des gens qui prennent Ottawa pendant plusieurs semaines, qui se mettent qui se mettent dans le chemin et tout là, pour défendre le fait de pas mettre de masque, de retirer le mandat. Et c'est parti un peu dans tous les sens aussi. Donc c'est là où j'étais un peu genre ok, mais au moins si c'était plus organisé, je serais peut-être pas d'accord, mais au moins tu dis ils sont organisés, que là c'était juste du n'importe quoi, puis ça a fini comme du n'importe quoi aussi là. Voilà. Okay. Donc juste. Je respecte que les gens puissent... Je respecte quand même le fait qu'ils puissent dire ce qu'ils pensent et manifester ça, mais il y a aussi... Si tu fous la merde, c'est pas non plus de façon constante pour quelque chose qui n'est pas nécessairement clair. Bof. Ouais. Je
Je comprends. Mais bon. Donc du coup, plus d'1 million de personnes dans les rues contre la réforme des retraites. Ça, c'était intéressant de le souligner parce que vous savez, comme d'habitude, il y a une petite guerre de chiffres entre ce que les syndicats annoncent dans les rues et ce que la police va compter. Donc la technique que nous, on a choisi d'adopter, c'est chiffre des syndicats plus chiffre de la police divisé par 2. On se fait une petite moyenne, puis ça nous donne un petit peu un indicateur qu'on peut suivre. Voilà. On peut avoir un indicateur qu'on peut suivre. Et donc, là, l'indicateur qu'on s'est donné, les syndicats parlent de 2 millions de personnes, donc c'est vraiment très suivi, et notamment, les Parisiens diraient en province, donc dans des petites et moyennes villes, avec beaucoup de gens, chose qui change de d'habitude, où c'est plutôt une manif, on va dire, urbaine, voilà. Donc là, est-ce qu'il y a une influence de la mobilisation des Gilets jaunes qui, eux, avaient l'habitude justement de se mobiliser dans les petites et moyennes villes, sur les ronds-points. Est-ce que ces gens commencent à rallier un petit peu les luttes sociales et à se rendre compte que on est en train d'essayer de leur faire à l'envers? Ça peut être un élément de réponse. En tout cas, ça a été énormément suivi. Les syndicats parlent de plus de 2 millions. La police avoue aisément être au-dessus du 1 100 000 personnes. Donc si on fait une petite moyenne, on est à peu près à 1 500 000 personnes de gens qui ont manifesté contre cette réforme des retraites. C'est un petit record de près de 30 ans, globalement. Et surtout, ce qu'a annoncé l'intersyndicale, c'est le groupe des syndicats qui sont mobilisés. Ils ont annoncé qu'il y aurait une grève de nouveau pour le 31 janvier. OK. Et ce qu'on peut voir passer notamment ces temps-ci, c'est une grève reconductible. En gros, là, c'était un coup de semonce. On se compte, on prend confiance en nous, puis après, on va vraiment attaquer la période dure. Oui. Ouais. On a fait la pratique, on a fait la générictacle, tu sais. C'est ça, c'est exactement ça. Yeah. C'est exactement ça. Yeah. Je me demande si... Je serais curieuse de voir les chiffres de la distribution du travail aussi, ou c'est les endroits où il y a eu des plus grosses manifestations, c'est les emplois qui sont plus demandants physiquement aussi. Genre s'il y a des usines et des choses comme ça, ou des personnes qui travaillent dans la construction, ou même dans la santé, est-ce que ces personnes-là étaient plus mobilisées que, par exemple, des cadres ou des personnes qui travaillent plus dans des bureaux, et peut-être que c'est... L'idée de travailler plus longtemps, ça fait moins peur. Je serais juste curieuse de voir. Ce que je sais, c'est que notamment les régimes, enfin les gens qui bénéficient de régimes spéciaux, qui sont assez syndiqués et qui comprennent un petit peu comment ça fonctionne, du coup, notamment la SNCF, la RATP, eux étaient très très fortement mobilisés. Et puis on va aussi noter la présence de beaucoup d'enseignants parmi... parce que les enseignants ont assez peu l'habitude... qu'on leur retire des droits. Alors, on les fait pas évoluer, on a bloqué leur salaire, on diminue les moyens dans l'école, mais globalement, le statut de l'enseignant en lui-même, je vais pas dire qu'on le protège, parce qu'ils se prennent aussi des grosses claques. Mais c'est plus protégé que d'autres emplois. Ouais, on peut dire ça globalement, même s'ils se prennent des claques de la part des gouvernements libéraux aussi énormément, hein, tu vois. Donc je veux pas du tout remettre ça en cause. Donc du coup, à suivre. Juste pour résumer, cette réforme a du mal à s'imposer aussi, parce qu'elle semble injustifiée au niveau moral, elle semble injustifiée au niveau économique. Et les Français ont vraiment l'impression qu'on les prend un peu pour des bebeux et que on veut faire travailler les plus faibles plus longtemps pour protéger les gens qui sont déjà à la retraite et parmi eux notamment les retraites les plus aisées et d'autre part aussi les patrons quoi, le capital quoi. Ah non, absolument. Mais j'ai l'impression que et c'est peut-être juste à cause de mon environnement en ce moment, mais j'ai l'impression que les gens, puisqu'il y a, tu sais, avec l'inflation et tout, la vie de tous les jours change, même si on pense qu'on est revenu à la normale, entre guillemets, normale. Et je me demande si ça motive pas plus aussi à justement manifester son mécontentement. Là, l'université à laquelle je vais, les profs, pour la première fois dans apparemment l'histoire du syndicat de cette université-là, pourraient aller en grève parce qu'ils demandent une petite augmentation par rapport au coût de la vie. Il y a une autre université où il y a ça qui se passe et c'est des universités où il n'y a pas normalement.
ce genre de manifestation du tout. OK. Shout out à ma prof qui a dit ayez pas peur de manifester si vous n'êtes pas content de certaines choses. C'est rare d'entendre ça au Canada, surtout au Canada anglophone. Donc ça c'est vraiment un bon signe. C'est vraiment un bon signal. Mais c'est ça, je vois comme, je sais pas, des petits trucs, pas nécessairement des grosses manifs, mais des petites choses ici et là où les gens sont plus prêts à exprimer leur mécontentement. Oui, carrément. Je vais juste rappeler une statistique qui est un peu intéressante en Amérique du Nord et notamment aux États-Unis. C'est depuis à peu près une 50aine d'années, on a le taux le plus haut de soutien aux syndicats et le nombre de jeunes qui se syndiquent notamment est assez énorme. Est-ce qu'on est en train de revivre ça aussi en Europe ? Moi, je me le demande et je pense que oui. Donc du coup, on a une sorte de regain, tu vois, parce que les gens se rendent compte que, eh bien, effectivement, la démocratie représentative, ben, ça permet de voter des lois, ça permet de faire des choses, mais la démocratie, c'est pas... C'est comme... J'utilise toujours ce truc-là, tu vois, mais c'est comme être un bon croyant, entre guillemets, tu vois. C'est pas parce que tu vas à la synagogue, au temple, à l'église une fois par semaine, tu vois, ou à la mosquée une fois par semaine, que t'es un bon croyant, tu vois. C'est quelque chose qui se pratique. Enfin, en tout cas, je sais pas, moi, je suis athée, tu vois. Mais en gros, c'est quelque chose que dans les dogmes, tu dois pratiquer au quotidien. C'est ça, il y a une façon de vivre ce que tu prêches. Et la démocratie, ça a l'air d'être pareil. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'aller voter une fois tous les 5 ans, puis ensuite de déléguer le pouvoir à quelqu'un d'autre. Non, la démocratie, visiblement, ça se joue autrement, et les gens sont en train de s'en rappeler. C'est ça. Du coup, super intéressant. J'essaie de voir si je loupe pas de messages dans le chat. Si vous avez des questions, toujours des remarques, n'hésitez pas à poster dans le chat. Normalement, on suit un petit peu ce qui se passe. Deuxième chose, nouveau moyen de transport découvert par Greta Thunberg, un moyen de transport bas carbone, le poulet allemand. Chose qu'on peut saluer et qu'on peut trouver intéressant, c'est que pour la première fois, Greta Thunberg et les activistes de ce style de groupe, c'est-à-dire qui pour l'instant refusaient la désobéissance civile et l'illégalité dans les actions, ont franchi un cap à Lutzerat. Donc Lutzerat, vous en avez entendu parler cette semaine, on en a parlé la semaine dernière. C'est cette mine de charbon à ciel ouvert en Allemagne, mais pas loin de la frontière belge et de la frontière française. Et cette mine, elle est un peu un symbole de l'Allemagne du charbon. Et beaucoup d'activistes souhaiteraient qu'on arrête, et notamment que le village de Lutzerat, qui est le dernier d'une trentaine de villages dans le coin, ne soit pas détruit au profit du charbon, notamment. Et donc, il y a une sorte de cristallisation de la lutte à cet endroit-là. Et on voit plein de groupes qui sont écolos et qui... salut, Alt et qui notamment était était pas trop chaud pour faire des actions illégales, commence à le faire. Et ça, c'est un sacré changement. C'est vraiment un sacré changement dans la lutte, parce qu'on voit que il y a une sorte de, on en parlait la semaine dernière avec à gauche, mais notamment la radicalité. Quand tu es radicalement pour la survie de la Terre, ça va aussi t'amener à réfléchir autrement certains autres modes de lutte. Voilà. C'est clair aussi que c'est vraiment un ras-le-bol de ça fait je sais pas combien d'années que j'essaie de passer mon message et je vais parler à des gouvernements et tout, puis il y a à peu près rien qui change. Exact. On a banni les plastiques à usage unique. Bravo. Wow. Amazing. C'est ça qui va changer everything. Non. Donc, c'est ça, c'est un ras-le-bol de si ça marche pas, alors je vais aller me battre. Merci. Alors, je vais juste préciser une chose. Pour être totalement honnête sur la mise en scène un petit peu de cette arrestation de Greta Thunberg, on a vu qu'il y avait pas mal de mise en scène derrière ça. C'est aussi le mode d'action et les modes de communication qui veulent ça. Et puis, on va surtout noter la fachosphère et les réacs qui ont énormément attaqué la jeune sur son physique. Tu sais, on est en 2023. Et c'est depuis le début. Depuis le début, ils attaquent son physique même quand c'était une adolescente de genre 13 ans. Ouais. C'est un autre niveau pour moi quand c'est comme des super jeunes. Pas que c'est moins dégueulasse de le faire de toute façon, mais genre, tu dis vraiment, là, t'es en train d'attaquer quelqu'un de, je sais pas, 15 ans sur son physique. What's wrong with you? Comme à quel point est-ce que t'as pas d'argument quand c'est rendu ça, ton attaque. So, yeah. Je te parle un petit peu de McKinsey au Canada.
Ouais. Donc ça, c'est une information révélée par Radio-Canada notamment. L'implication de la firme McKinsey dans les affaires d'État canadiennes est encore plus grande que ce qui avait été dévoilé jusqu'ici. De nouveaux contrats signés au cours des derniers mois portent le total octroyé au cabinet conseil américain à plus de 100 millions de dollars depuis l'arrivée des libéraux au pouvoir. 100 millions de dollars, ça commence à être une somme pas négligeable, mais c'est pas ça qui nous intéresse particulièrement. Ce qui nous intéresse, c'est plutôt la rentrée de ces cabinets conseils dans nos politiques publiques. C'est-à-dire qu'on a des élus, et ça revient un petit peu, ça rattache un petit peu avec ce qu'on a dit sur la première partie sur la grève, un peu comment tu délègues ton pouvoir. Là, on délègue notre pouvoir aux élus, parce qu'on les élit avec notre vote, et ensuite, ils vont se faire conseiller, non pas par les fonctionnaires ou d'autres élus, ils vont se faire conseiller directement par des cabinets dont... c'est pas des cabinets qui sont, même s'ils sont peut-être déclarés comme étant non partisans, c'est quand même des cabinets qui ont une vision idéologique aussi à défendre. Bah oui. Et par exemple, en France, pour parler du cas de la France, je sais plus combien avait coûté ce contrat de consultation, mais par exemple, c'est McKinsey qui avait été embauché pour pouvoir réfléchir à de combien il fallait baisser les aides pour le logement en France, tu vois. Lovely. Lovely. Et en gros, ils avaient défini que 5 euros, c'était bien, tu vois. En gros. Donc, bref, tu vois. Et rien que ce conseil-là avait coûté des centaines de milliers d'euros, tu vois. Donc, tu te dis... Ouais. Tu te dis, à la place, mets ça dedans, le logement, ou peu importe que c'est la question, puis t'auras sauvé de l'argent. Par exemple. Ou bien donne un conseil un peu différent que appauvrir les pauvres. Tu vois? Ouais. Déjà, oui, ça serait bien en général. Mais on devrait ouvrir tout cela. Un cabinet de conseil où on irait conseiller les États sur des mesures qui nous semblent bien, tu vois. Par exemple, je sais pas moi, taxer les milliardaires ou peut-être même les exproprier, tu vois, et reprendre les moyens de production. Ça pourrait être un bon début, peut-être. Si je peux préciser juste une chose sur cette news, c'est que c'est la Défense nationale canadienne qui a été un des premiers bénéficiaires de ces conseils. Stratégiquement, on va dire qu'on s'en fout parce que le Canada est protégé par les États-Unis. Donc que ce soit un cabinet américain qui conseille la défense nationale canadienne, voilà. Ouais, bof. Mais avec le réchauffement climatique, on sait que notamment le Nord canadien va prendre de plus en plus de valeur, notamment du point de vue de l'énergie, des terres rares, et puis surtout des routes commerciales. Le Nord canadien, le Nunavut, donc pour ceux qui ne voient pas la carte du Canada, mais il y a énormément de territoires inhabités en haut, tu vois, largement au nord d'Iqaluit et dans ce coin-là. Et ça peut donner envie des fois à la marine russe, à la marine chinoise, et puis à d'autres marines du monde de passer par là, et puis voilà. Donc bref. McKinsey au cœur du pouvoir. Je te propose de passer sur la news sur le Sierra Leone que j'ai flagué. Oui. Alors ça, c'était un peu ma découverte de cette super semaine. Cool. Des quotas ont désormais été votés dans la fonction publique du Sierra Leone, dans les postes des entreprises privées aussi, et notamment parmi les postes réservés à des élus femmes. Donc c'est notamment le président de la Sierra Leone, Julius Maada Bio, qui a promulgué cette loi, imposant à toutes les organisations publiques ou privées un quota d'au moins 30% de leur emploi dédié à des femmes, y compris au poste de direction, alors qu'on sait que c'est une société qui favorise traditionnellement les hommes, mais comme à peu près toutes les sociétés autour du monde actuellement. Oui, mais c'est ça. Donc pas de surprise. Le texte s'applique aussi au Parlement, et 30% des 146 sièges devront être réservés à des femmes. Actuellement, il y en a 18. Donc c'est pas fou. Là où je voulais en venir aussi, c'est que dans mes recherches et mes pérégrinations autour de ce sujet, j'ai découvert que 6 États africains figurent parmi les 20 les plus diverses au monde en termes de représentation parlementaire. Notamment le Rwanda, qui a la première place de la mixité parlementaire, où il y a 61,3% de femmes en 2021. 61,3% de femmes au Parlement. C'est les femmes qui dirigent le Rwanda actuellement. Ça, c'était une bonne nouvelle. On va juste rappeler que la moyenne mondiale de la représentation des femmes dans les parlements, c'est
26,1%, c'est-à-dire à peine un quart de femmes dans les assemblées. Donc ça, c'était un peu fou. Et puis, il y avait plein d'autres pays aussi en Afrique qui sont vraiment en avance, comme la Namibie, l'Afrique du Sud, le Sénégal, le Mozambique et l'Éthiopie. Ils ont vraiment une longueur d'avance sur plein de pays, notamment des pays occidentaux, clairement. Contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, tu vois, avec nos biais. Oui. Voilà, donc ça méritait d'être parlé. C'est très intéressant. Puis aussi, moi, ça me surprend au niveau des organisations privées. Parce que souvent, c'est un peu, tu sais, le genre, t'es privé, tu fais ce que tu veux. Il y a des règles, mais bon, jusqu'à un certain point. Exact. Donc, ça, je trouve ça très intéressant aussi. Où, on dit, ben non, faut garder les femmes là-dedans aussi. Pourquoi le seuil de 30% Aussi, j'ai essayé de réfléchir. C'est quoi ce seuil de 30% Et alors, il se trouve que le seuil de 30% dans une salle, par exemple, quand un groupe social représente moins de 30% du groupe total, eh bien, les membres de ce groupe vont être assimilés par cette caractéristique du groupe. Par exemple, s'il y a moins de 30% de femmes dans une assemblée, on va se dire « Ah bah c'est la femme ». Ouais, c'est les femmes. C'est pas des membres individuels à part entière du groupe, et c'est vraiment le seuil de 30%. Par exemple, s'il y a moins de 30% de noirs dans une assemblée majoritairement de blancs, tant que tu n'as pas dépassé ce seuil des 30%, tu vas voir la personne, ou l'assemblée voit la personne comme « Ok, c'est un membre de la communauté noire ». C'est pas un membre de notre assemblée diverse, tu vois. Et donc, ce seuil de 30% est vraiment critique pour la diversité. Et je pense que c'est pour ça qu'ils ont adopté ce quota-là. C'est notamment un quota de l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, qui un peu définit quels sont les États et les organisations qui sont plus ou moins, comment on pourrait dire ça, pas consanguines, mais globalement un peu mono-communauté, on va dire. Et ils définissent ça comme étant le niveau 5 du progrès. Alors, je ne connais pas l'échelle assez bien pour vous la décrire, mais globalement, c'est une étape importante d'avoir 30% de femmes dans une... C'est un premier pas. Donc, c'est pour ça que j'ai mis une loi un peu timide, mais n'empêche que c'est un premier pas intéressant. Puis surtout, ça m'a permis de découvrir l'exemple du Rwanda. Non, c'est vraiment intéressant. Je me demande si c'est aussi pas un peu une... comment je peux dire? Si tu mets 30% et pas 50% comme chiffre, ça fait que peut-être la réaction de certains qui ne sont pas convaincus par des pourcentages de mixité ou etc., de représentation dans les groupes, que ça fait moins peur. Et là, on ne dit pas « Ah, mais là, on va manquer des personnes qualifiées parce qu'on prend des gens pour des postes quand il y a des femmes, puis peu importe le groupe qui est représenté, et il y a des personnes qualifiées dans tous ces groupes. C'est juste que souvent, on les remarque pas ou on les invite pas à la table. Donc, je me demande s'il n'y a pas un peu ce petit réflexe-là aussi de dire, bon, on va... C'est ça. C'est un premier pas. Mais très cool, et on quand va même. Le saluer. Ça... Je vais reprendre mon petit rôle de cadre dynamique pour parler des licenciements massifs dans la tech, qui était un secteur qu'on croyait un petit peu épargné par toutes ces choses-là, puisque on imaginait la croissance infinie, on avait énormément de choses qui étaient stables. Or, on se rend compte que ce monde vit énormément de la publicité, notamment. Publicité, du coup, qui est liée à notre consommation à tous. Et en période de récession, ça se passe pas super bien au niveau de la publicité et au niveau de tout ça. Donc, c'est à son tour Google qui licencie 12 000 salariés dans le monde. Ça représente 6% des effectifs. Le PDG, Sundar Pichai, lui, dit qu'il assume et qu'il regrette peut-être des choix stratégiques et qu'il endosse totalement la responsabilité, blablabla. Bref, il a fait un discours qui n'est pas un discours à la Mark Zuckerberg ou à la Elon Musk, qui avait l'air un petit peu... plus honnête, un petit peu. Je sais pas. Je sais pas si c'est le mot que je veux utiliser, là, mais bon, que... Genre, c'est pas pour redynamiser l'équipe de blablabla. Comme non, là, ça... Ouais. Ça reste un milliardaire. It is what it is. Ah, oui. Là, des gens qui ont plus je lui lance pas des fleurs. Ouais. J'imagine bien, Mélo. Je dis juste que c'est pas Elon Musk, là, c'est tout. Putain, c'est devenu notre échelle de Richter, Elon Musk. Tu vois, des gros cons. C'est l'échelle de Richter des gros cons, ce mec. Bref, genre, t'es pas rendu là, donc ça va quand même, là.
Les licenciements dans la tech s'accumulent en comptant les récents plans sociaux chez Meta, donc Facebook et Instagram, 11 000 salariés, Microsoft, 10 000 salariés, Amazon, 18 000 salariés, Twitter, 3 700. C'est presque 55 000 emplois chez les géants de la tech qui viennent de disparaître. Et notamment, dans le secteur entier, on serait plus proche de 200 000 postes qui ont disparu depuis début 2022. Donc, c'est quand même assez impressionnant, cette disparition de postes et ces licenciements dans les secteurs de la technologie. Ça, c'est ce qu'en tout cas nous racontaient les Échos. Pour moi... je pense vraiment que le marché, enfin ce secteur est en train de se stabiliser par rapport à avant, c'est plus le gros boom d'avant, et en gros cette sorte de innovation tout le temps plus forte et tout le temps plus riche, etc., qui nous était vendue comme étant un petit peu une sorte de rêve du net où on allait pouvoir faire tout de manière dématérialisée, on allait tout ubériser, etc., on se rend compte que les salariés des boîtes eux-mêmes en souffrent, donc des gens qui avaient quand même des emplois dans des grosses boîtes, et puis on voit pas par contre un recul des travailleurs ubérisés qui eux sont un petit peu les précaires les sous-jacents de ce système-là. Eux malheureusement vont rester là et se faire exploiter. Alors est-ce qu'il y a un transfert entre on ubérise une certaine partie et donc on délègue et donc on peut dégraisser un peu la masse salariale, tu vois. Je sais pas s'il y a un lien direct entre ces choses-là, tu vois. Mais par exemple, tu vois, sur Amazon, ça m'étonnerait pas que certains livreurs Amazon qui étaient salariés, donc associates, parce qu'ils s'appellent des associates, tu vois, chez Amazon, certains associates chez Amazon, tu vois, aient pas été dirigés vers tu vas plutôt devenir auto-entrepreneur, puis on va te payer pour livrer des cartons avec un salaire de merde. Donc, est-ce qu'il faut y voir ça ? Et t'es responsable de tout ton matériel, si ta voiture est cassée, c'est ta bagnole, bad for you. Ou alors tu la loues d'Amazon pour avoir le truck officiel avec Amazon écrit sur le côté. Exact. Il y a des trucs comme ça qui se passent qui sont dégueulasses, là, mais... Yes. Les gens font ce qu'ils peuvent pour pas crever de faim aussi, donc ça, c'est pas eux le problème. Souvent que c'est mis sur eux, genre, trouve-toi une meilleure job, c'est très facile à dire. C'est souvent beaucoup moins facile à faire. Exact. Donc, c'est un système lui-même qui est un peu cassé. Mais je pense aussi que c'est relié au genre, comme tu dis, l'expansion infinie et tout ça. Je pense qu'il y a aussi un moment où, de toute façon, des fois, il y a des choses qui floppent. Dans peu importe l'industrie, toutes les industries, il y a des choses qui floppent. Ouais. Mais... je pense que le rêve de l'infini et tout ce qu'on va proposer de nouveau et d'innovateur va intéresser le public. Je pense que c'est sûr que c'est aussi un effet post-pandémie. Il y a une limite à ce que tu as envie aussi. Genre, l'innovation, il y a un moment où elle est plus aussi intéressante. À ce niveau-là, genre l'idée de Meta, où il y a le metaverse, puis tu peux te promener dedans et parler à des gens. C'est quelque chose qui sonne très, très cool, genre dans les années 90, où tu avais des trucs comme, ou 2000, genre Second Life et tout ça, où tu pouvais avoir un avatar qui se promène et qui vit une vie différente que la tienne. Peut-être que ça aurait vraiment bien fonctionné, même pendant la pandémie, pendant les lockdowns, où tu as un peu plus l'impression d'être avec des gens. Exact. Mais maintenant, moi, j'ai pas envie de ça. On a tous découvert Zoom et compagnie, on appelle, on raccroche, on est dans la vraie vie puis on relaxe. Donc, je pense qu'il y a peut-être aussi ces initiatives-là qui coûtent ultra cher et qui sont vraiment intéressantes au niveau juste de création et de fonctionnalité, mais qui ont peut-être juste pas... Il n'y a pas le besoin, il n'y a pas l'intérêt du public. Donc, il y a un moment où il faut que tu te débarrasses de certains projets. Et quand tu es une gigantesque entreprise, ça veut dire beaucoup de personnes qui sont licenciées. Donc, c'est très triste de ce côté-là. Mais je pense qu'il y a aussi, c'est ça, comme juste cette fatigue du numérique. Je suis assez d'accord. Et puis surtout, le réchauffement climatique va aussi nous pousser de plus en plus à réfléchir autrement et peut-être avoir envie de profiter un peu plus de la nature et de tout ça. Donc, à mon avis, il y a une concordance de pas mal de facteurs qui doivent expliquer ça, plus la récession au niveau de la publicité. Oui. Sachant que, attention... on peut pas calquer nos modes de vie à nous occidentaux, tu vois, d'Amérique du Nord sur toute la francophonie déjà, puis sur le monde entier. Des gens qui ont envie d'avoir accès à Internet, il y en a encore des millions, qui sont pas encore connectés, qui sont un futur marché aussi très prometteur. Donc,
À voir, tu vois, s'ils vont pas se relancer à un moment dans un autre truc et tout. Absolument. Il y a un secteur qu'ils abandonnent pas, et ça va être aussi la jointure avec la news suivante, c'est il y a un secteur qu'ils abandonnent pas, c'est le secteur de l'intelligence artificielle, où en gros, là, c'est la course à l'armement, c'est un petit peu à celui qui développera le plus ou le mieux ou le plus rapidement une intelligence artificielle qui va commencer à ramener de l'argent. Et qui remplace des emplois. Alors bah oui, qui va permettre... Bah oui, il y a aussi un objectif derrière ça, c'est que... et qui remplace des emplois. Ça, c'est une discussion qu'on peut avoir. A-t-on un problème avec le fait que des jobs puissent être faits par des robots? En tant que soi, il y a des choses où... sur papier, disons. Allez. Il y a... Donnons les jobs aux robots et travaillons moins, puis profitons plus de la, s'il vous plaît. Moi, ça me dérange absolument pas qu'il n'y a pas Bob qui a besoin de faire du chat avec quelqu'un sur un site web parce qu'il n'y arrive pas à rentrer dans son compte. S'il y a une machine qui peut s'occuper de ça, go, faites-le. Il y a quand même le côté humain qu'il y a des problèmes qu'une machine peut peut-être pas remplacer ou qu'une entité numérique ne peut pas remplacer. Tu sais, sure. Mais le problème, c'est que là, les emplois que certaines personnes, pour X raisons, pouvaient faire, qui étaient accessibles à eux, ils peuvent plus le faire. Puis, dans le monde dans lequel on vit, s'il n'y a pas ces emplois-là, il y a plein de gens qui sont encore plus en précarité, qui l'étaient probablement déjà, qui doivent travailler encore plus, tu sais, juste... Ça rajoute des problèmes, mais dans un système fonctionnel et optimal, genre... Please, automatisons les choses. On est d'accord. Le hic de la mécanisation un petit peu aussi, c'est que les machines, comme on l'explique souvent dans l'émission, mais les machines ne mangent pas du grain et ne vivent pas d'eau fraîche. Alors, ok, elles tombent pas malades, mais n'empêche qu'elles consomment énormément de ressources. Oui. À concevoir, à construire et à entretenir et puis surtout à alimenter. Et donc, la mécanisation nous a permis de décupler notre force de travail, devenir plus productif. Oui. C'est marrant parce qu'on va pouvoir parler un petit peu de la retraite justement après, mais on est devenu énormément plus productif qu'avant grâce aux machines. Mm-hmm. Or, on l'a fait à travers un processus qui s'appelle cramer du bordel dans l'atmosphère, tu vois. Cramer des énergies fossiles dans l'atmosphère. Donc, effectivement, et si on automatise des choses et qu'en même temps, on n'arrive pas à imposer, donc c'est-à-dire à taxer les gens qui font de l'argent grâce à la mécanisation, mais qui ne payent plus des employés parce qu'ils ont des robots à la place, et donc du coup, qu'il y a des gens qui ne travaillent pas, qui n'ont aucune ressource, et qui surtout n'ont pas d'aide financière parce qu'on n'aura pas taxé les gens qui se font de l'argent gratos maintenant, qui en plus crament dans l'atmosphère. Du coup, la question, il y avait une idée qui était marrante lors de la présidentielle en France, pas de cette année, mais il y a 5 ans, qui était sur la taxation sur les robots. Mais le monde n'était pas prêt à comprendre ce que ça voulait dire, la taxation sur les robots, tu vois. Or, effectivement, si on fait rouler des robots qui, en gros, ne payent pas de cotisation pour les modèles sociaux, ça veut dire que des salariés qui travaillaient avant, on n'a pas de quoi leur donner des revenus, on n'a pas de quoi les faire vivre, on n'a pas de quoi payer des services publics, etc. Man, honnêtement, je pense que ça ferait plus peur aux industries, disons, plus polluantes, que d'avoir des taxes carbone. Je pense que s'il y avait une taxe robot, c'est là où vraiment tu devrais se fâcher au maximum parce que on n'extrait pas du minerai puis etc. Avec les mains, les amis. On a besoin de machines. Exact. Donc, exact. Interesting. Du coup, je voulais revenir un petit peu sur ChatGPT, notamment du point de vue de l'éducation, où des enseignants québécois se demandent quelle peut être la riposte à ça, parce que ChatGPT est énormément utilisé, notamment par les étudiants. Alors, je vais dire énormément, mais pour l'instant, on est vraiment l'épaisseur du trait, mais ça risque de se développer tellement cette intelligence artificielle est puissante, et notamment, je sais que dans la coloc, on a déjà eu des débats sur ChatGPT, et c'était assez intéressant là-dessus. La question, c'est un petit peu, oui, mais l'enseignement, l'esprit critique, etc. Si j'ai pas à lire un livre, est-ce que... blablabla. Au fond, est-ce qu'il n'y a pas aussi des arguments réac derrière ?
est-ce qu'on peut critiquer ça? Est-ce que la notation, c'est important à l'école? Blablabla. Il y a toujours toutes ces grandes questions-là. J'ai pas envie de rentrer là-dedans ce soir, mais on pourrait se poser la question. Ce qu'ont dit en tout cas les enseignants, notamment de plusieurs universités du Québec et de plusieurs cégeps, ont dit, il n'y aura plus de travail à la maison. Tout ce qui se fera à la maison sera plus noté, et puis on fera tout en classe. Comme ça... voilà, tu vois, école. Honnêtement, genre, s'il n'y a plus de devoirs à la maison, fantastique. C'est peut-être la technologie et l'intelligence artificielle qui est en train de sauver les soirées des jeunes. Yes. Yeah. Et ça, c'est plutôt une bonne chose. Moi, j'ai une prof qui... Genre, la plupart des profs disaient, si vous utilisez ça, faites-le pas. Apparemment, il y a comme un counter version de ça qui pourrait détecter si ça a été écrit par un robot. Je sais pas. Je vais pas prendre la chance de le faire, là, mais voilà. Mais la prof en cours de religion, elle disait comme, oui, c'est un problème, mais en même temps, c'est super intéressant au niveau de justement comme une intelligence différente et séparée de toi qui comme existe toute seule. Donc, ouais, cette prof-là est cool, puis je trouvais ça super intéressant d'avoir ce point de vue-là, justement, pas juste négatif, mais des trucs vraiment intéressants qui peuvent en ressortir. Suivre. Alors, toi, t'as appris que j'étais un jeune cadre dynamique aujourd'hui. Moi, j'ai appris que tu étudiais la religion. J'ai un cours... honnêtement, s'il y a quelques années, on m'aurait dit, tu prends un cours de religion, j'aurais dit, hell no. Parce que je connais pas plus athée et anti... que toi. Disons, ouais, ben j'en connais plus, mais disons genre, je suis pas religieuse whatsoever. Faites ce qui vous rend heureux. Moi, ça me parle pas. Mais c'était dans mes options de cours et c'est l'écologie et la religion et comment ça peut se parler. Puis c'est en fait super intéressant. Donc, alors, du coup, tu as dû étudier Laodate aussi de la parabole du pape François, c'est ça? Sur l'écologie? Oui. Nice. Oui. Texte... Puis on a parlé de... Il y a des nonnes qui sont allées genre chanter du gospel à un endroit où ils voulaient faire une pipeline. Il y a un gars qui... il s'est dit, bon, il n'y a rien qui se passe dans ma religion pour aider l'environnement et la terre brûle et moi, ça me va pas. Donc, genre, il est allé à une vente aux enchères dans son État qui est le Utah. Donc, j'assume qu'il était au moins un petit peu influencé par les Mormons, mais je suis pas sûre, là, mais il y a beaucoup de Mormons là, donc je l'assume. Ouais. Mais il est allé là et en fait, c'était censé seulement être des cadres privés qui pouvaient voter ou qui pouvaient pas voter, mais enchérir sur des terrains privés pour faire des trucs, disons, pas éthiques. Et lui, il est allé là, il a fait semblant d'être un représentant d'une firme privée, puis il s'est fait attraper. Et il est en fait pour ça, parce que c'était apparemment illégal. Mais parce qu'il a fait ça, la vente a été annulée, puis là, le gouvernement n'a pas vendu ses terrains. So, tu sais, c'est là où il était comme, écoute, whatever, je vais 2 ans en prison, j'ai fait quelque chose d'utile, merci. mais c'était comme parce qu'il avait une révélation de Dieu ou d'un autre, tu sais, d'une entité plus grande que lui. Donc, c'est... Intéressant. Anyway. Vraiment intéressant. C'est très intéressant. Vraiment intéressant. Je te propose de passer sur le dernier point de cette première partie. Il nous reste 4 minutes. Ouais. What's going on, là? Ok. Roman, tu peux repasser que sur moi. Je vais faire un déroulé. Merci la technique. Merci Roman. Parfait. On a vraiment de la chance. Bref, les gars, j'ai réfléchi. Depuis la manifestation d'hier, je tenais à vous le dire, et depuis que je me suis documenté sur toutes un petit peu les chiffres, etc., je suis désormais pour réformer les retraites. Voilà, je l'avoue, je sais que ça te choque, et j'ai une explication. Est-ce que tu crois que mon explication va être crédible ? On va voir. Ok. Je vais juger. Donc pour l'instant, si je dois expliquer ça rapidement, le système de retraite français, on s'est pas mal documenté cette semaine, on a vu pas mal de choses passer. Le système de retraite français, c'est un système par répartition où les personnes cotisent chaque mois pour pouvoir payer les retraites des gens qui sont à la retraite. Et toute la question de ce système, c'est un petit peu, pour vous la faire court, c'est un petit peu à quel moment tu pars, combien tu cotises. En gros, c'est ça. C'est un peu les paramètres qui permettent de décider combien d'argent on met de côté pour payer les vieux. C'est un peu ça. Juste une chose, je me suis rendu compte aussi que, en relisant,
le travail, c'est pas... on a eu tendance à nous faire croire que l'emploi, c'était l'intégralité du travail. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, ton travail subordonné, le travail que tu fais pour produire de la richesse pour quelqu'un d'autre ou pour toi-même pour subvenir à tes besoins, c'était l'essentiel du travail. Or, le travail se trouve être une énorme bulle de choses qu'on fait, prendre soin de soi, prendre soin de ses proches, prendre soin de son jardin, étudier, faire des arts, bref, produire, tu vois ? Énormément, produire des services, produire de la propriété intellectuelle à travers les arts, etc. Donc ça, c'est une masse de travail qu'on fait pendant toute notre vie. Et à l'intérieur de cette masse de travail qu'on fait, il y a une petite bulle qui s'appelle l'emploi, qui est un petit peu le travail qu'on fait pour quelqu'un d'autre ou pour nous-mêmes, pour produire de la richesse et subvenir à nos besoins. Donc en gros, je me suis dit, puisque plus on avance en âge, plus on a envie de faire un petit peu ce qu'il nous veut, puis on a plus d'expérience, on a surtout des gens de qui on doit prendre soin de soi, etc. etc. Je suis désormais pour une réforme des retraites, du système des retraites français, qui aujourd'hui te laisse partir à 62 ans à taux plein si tu as bien cotisé le nombre de trimestres. Et en fait, j'ai fait un petit calcul, et pour moi, il faut réformer les retraites, et il faut ramener la retraite à 60 ans, pour plein de raisons. Il y a énormément de raisons qui font qu'il faut un retour de la retraite à 60 ans, notamment parce que nos aînés sont une force de travail dont on doit avoir besoin d'aînés en bonne santé pour pouvoir continuer ces travaux-là. Produire de la propriété intellectuelle, parce qu'ils auront eu énormément de vécu, ils vont pouvoir écrire de la musique, ils vont pouvoir écrire des arts, du théâtre, du cinéma, filmer. La technologie nous permet maintenant de faire plein de choses et de raconter plein d'histoires. Du coup, si on veut avoir un monde de la culture dynamique, aussi, il faut lâcher la retraite plus tôt. Il faut que tout le monde puisse se barrer et faire plein d'autres choses. Du jardinage, notamment. Du maraîchage, être dans des associations, etc. Donc du coup, la retraite... Le bénévolat... C'est en grande partie par des aînés, puis sans eux, il y a tellement de choses qui ne rouleraient pas. Exactement, notamment ça. Donc du coup, je suis allé voir un petit peu ce que ça donnait au niveau calcul. Je ne suis pas économiste, mais j'ai pris ma petite calculette et j'ai fait quelques calculs. Donc j'affiche à l'écran et on peut voir un petit peu ce que j'ai trouvé. Je vous explique. Le produit intérieur brut, c'est en gros tout ce qui est... la croissance notamment, et le produit intérieur brut, c'est tout ce qu'on produit sur un temps donné. Donc par exemple, le produit intérieur brut annuel, c'est celui que l'on produit en une année en France. Il était en 2019, j'ai pris des chiffres pré-pandémie, pour dire de ne pas être faussé. Il était de 2437 milliards d'euros, 3 500 milliards de dollars canadiens, par exemple. Donc ça, c'est l'INSEE, l'Institut statistique national français, qui nous le dit. La retraite, à l'époque, donc en 2019, a coûté 328 milliards, soit 13,4% de ce PIB-là, ce qui laisse 2109 milliards pour le reste. Reste. Globalement, on regarde le reste comme une grosse bulle, et puis voilà. L'augmentation du PIB en 2050, selon le dernier rapport CEPI qui date de mai 2022, serait d'à peu près 27%, ce qui nous amènerait en gros à 3094 milliards de PIB de croissance annuelle en 2050. D'accord ? Donc en gros, de par la croissance, donc si on met de côté toutes les modifications statistiques liées à l'écologie, blablabla. Je fais juste une courbe simple, et puis on voit simplement. 2050, la France aura en produit intérieur brut annuel 3094 milliards. Si on veut maintenir le système à 62 ans, ça nous coûtera à l'époque, puisqu'il y aura plus de retraités et un peu moins d'actifs, ça nous coûtera 18% du PIB. Donc en gros, on est un peu plus gros que là. Mais si je vais plus loin... certains estiment que la part de la croissance du PIB annuel nécessaire pour payer les retraites à 60 ans en 2050 sera de 21%. C'est-à-dire qu'on dédierait 1 euro sur 5 qui est généré dans notre produit intérieur brut sera dédié à payer un vieux en 2050. Peut-être toi, peut-être moi, d'ailleurs, d'ici là. Enfin, espérons. Si on s'est bien battu, on aura notre retraite à ce moment-là. Donc, en gros, 1 euro sur 5 sera pour payer un vieux. Soit au total... Si on compte ça, les 21% de PIB, ça nous donne 649 milliards. Au total. En gros, pour payer des vieux. Oui. Pour les faire partir à 60 ans à taux plein. Oui, à taux plein, oui. Exactement. Ça veut dire que ça laissera, pour le reste, 2445 milliards. C'est-à-dire 300 milliards de plus que ce qu'on a aujourd'hui pour le reste.
C'est-à-dire qu'en Yep. gros, si on suit ce système logique, et puis en ayant des vieux qui vont s'occuper des gamins, qui vont s'occuper de leur famille, qui vont s'occuper de leur potager, qui vont s'occuper de tout, qui vont produire de la production intellectuelle, comme je l'ai décrit tout à l'heure, qui vont faire tout un tas de choses. En gros, et je vais conclure là-dessus, c'est un choix politique. Est-ce qu'on a envie de faire trimer tout le monde pendant des années et des années, ou est-ce qu'on n'a pas envie justement de profiter aussi pour la société, pour le lien social, pour les associations, d'avoir des vieux en bonne santé qui arrêteront de travailler à 60 ans, qui seront encore en bonne santé, qui vont encore être en âge de faire plein de travail collectif pour tout le monde, et en plus, tout en ayant plus d'argent pour le reste, en plus en 2050. Donc du coup, voilà pourquoi j'ai changé. Je suis désormais pour la réforme des retraites, avec un retour à l'âge de départ à 60 ans et 37,5 années de cotisation, comme c'était dans le passé. Nice. Ça va? C'était bien? Ça va. T'es rassuré? J'accepte. Ok. Oui. On pourrait même aller plus loin, avec notamment une diminution du temps de travail hebdomadaire à 32 heures. J'ai pas fait les calculs, mais en gros, on serait vraiment encore bien. En gros, on serait vraiment largement encore bien. Alors, je suis pas économiste, il y a des gens qui ont envie de me... Si on a les machines, on peut. Ouais, mais les machines... Il y a toujours le problème des machines, tu sais, les machines... J'ai toujours peur qu'elles brûlent beaucoup de carbone dans l'atmosphère. Oui. Donc, c'est aussi ça qui me fait peur. Fair. Je te propose... Moi, c'est plus ça qui me fait peur en 2050 plutôt que prendre ma retraite. Oui. Pas que je veux pas prendre ma retraite, T'es en train de trahir la cause, là, Mélo. T'es en train de trahir la cause. Bref, on se fait une petite pause là maintenant. C'était une bonne première partie. Et on se retrouve avec le web d'ici une huitaine de minutes. Un truc du genre. Parfait. Ok. 80. Ça roule. À tout le monde. Ciao.